Pourquoi tant de commentaires dans les grands médias sur la guerre contre l'Iran sont-ils si erronés? Pour la plupart des élites bavardes, l'ignorance, l'idéologie et le sectarisme comptent bien plus que les faits. Ce n'est pas seulement qu'ils sont en désaccord avec les décisions du président Donald Trump et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'utiliser la force militaire pour empêcher Téhéran de continuer à travailler sur une arme nucléaire, de construire des missiles mortels et de répandre le terrorisme au Moyen-Orient et dans le reste du monde. Ils sont tellement enfermés dans leur mentalité de diabolisation de leurs adversaires politiques qu'ils préféreraient voir le principal État parrain du terrorisme au monde, un régime islamiste déterminé à la destruction de l'Occident, gagner une guerre plutôt que de voir les États-Unis et Israël triompher. Si cela implique de accorder quelques mérites à ces deux dirigeants pour avoir fait ce qu'il fallait. Ensuite, dans Think Twice, nous allons plonger en profondeur dans les 7 mythes les plus trompeurs sur la guerre contre l'Iran avec l'analyste Michael Durant. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. En ce qui concerne les grands médias, l'establishment de la politique étrangère et les opposants politiques du président Donald Trump, la guerre menée contre l'Iran par les États-Unis et Israël a été un désastre total. Bien que nous ne sachions pas si le cessez-le-feu actuel tiendra, ni si les négociations avec Téhéran réussiront à mettre fin au combat avec un résultat satisfaisant concernant la fin de son programme nucléaire, la production de missiles et le terrorisme, ainsi que le droit à la libre circulation du pétrole à travers le détroit d'Ormuz. Nous ne pouvons pas non plus être certains que les événements récents mèneront d'une manière ou d'une autre à la fin du régime islamiste lui-même, ou même à sa transformation en un régime qui n'opprimera plus son propre peuple ni ne le tuera par dizaines de milliers. Bien que tout soit possible, tout ce que nous savons sur les 47 années de djihad et de mauvaise gouvernance de ce régime tyrannique nous indique qu'il est incapable de changer. Comme l'espérait naïvement Barack Obama, cela permettrait de se réconcilier avec le reste du monde. Mais ce que nous savons, c'est que la plupart de ce qui a été publié et dit sur le conflit repose sur des mythes concernant le Moyen-Orient et l'Iran, qui visent à renforcer la position des détracteurs. Ces détracteurs sous-estiment non seulement de façon constante la réflexion stratégique et la prévoyance de Trump et Netanyahou quant à la nature de la menace iranienne, mais ils sont aussi inextricablement liés à la conviction que ces deux hommes sont tellement mauvais. Que des personnes éclairées doivent souhaiter que l'Iran gagne la guerre d'une manière ou d'une autre, plutôt que de laisser l'un ou l'autre récolter le mérite qu'il mérite pour avoir eu le courage de faire ce qui est nécessaire pour affronter et mettre fin à la menace que le régime islamiste fait peser sur l'Occident. Une personne qui comprend parfaitement les dégâts que ces mythes causent à notre débat public et à la capacité de Washington et de Jérusalem à poursuivre le combat, et l'analyste stratégique Michael Durant. Nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau aujourd'hui pour en discuter. Michael Durant est chercheur principal et directeur du Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient au Hudson Institute. Spécialiste des questions de sécurité au Moyen-Orient, il co-anime le podcast Israel Update. Sous la présidence de George W. Bush, il a servi à la Maison-Blanche comme directeur principal au Conseil de sécurité nationale, conseiller principal au département d'État, puis secrétaire adjoint à la Défense. Son livre « Le paridique sur la crise de Suez » a été publié en 2016. Il apparaît fréquemment à la télévision et publie de nombreux articles dans Commentary Mosaic, le Wall Street Journal, le Washington Post et le New York Times. Michael Durant, bienvenue à nouveau dans Think Twice. Bonjour, ravi d'être ici. Eh bien, Mike, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre à nouveau. Je vais commencer par vous interroger sur votre récent article dans Tablet à propos des 7 mythes concernant la guerre contre l'Iran. Mais avant cela, pouvez-vous d'abord nous dire si vous pensez qu'une bonne issue aux négociations avec l'Iran est même possible? Y a-t-il une chance raisonnable que l'Iran renonce à son matériel nucléaire et à son droit d'enrichir l'uranium, ouvre les détroits, abandonne son soutien au terrorisme et à son programme de missiles balistiques, ou même cesse d'opprimer son propre peuple? Ou bien, comme le disent les critiques de Trump, Washington doit-il poursuivre la guerre jusqu'au changement de régime ou l'abandonner sans obtenir ses principales exigences? Quelle question difficile, vraiment.
Je pense que l'issue la plus probable de la guerre ressemble à celle de la guerre en Irak en 1991. Nous avons un régime blessé mais gravement affaibli qui continue tant bien que mal à Téhéran avec un régime de sanctions qui se poursuit contre lui. C'est, selon moi, l'issue la plus probable. Je ne sais pas avec certitude s'il y aura une sorte d'accord intérimaire entre les États-Unis et Téhéran. Donc, vous savez, je pense qu'il faut envisager différents scénarios. Le nombre de variables ici est important. Que veut Donald Trump? Que veulent les Iraniens? Mais ils ne vont pas capituler dans le sens d'une reddition inconditionnelle comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela n'arrivera pas. Il pourrait y avoir un changement de comportement, mais nous allons continuer à être en tension avec ce régime à l'avenir. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. De plus, en plus de Think Twice, il existe un podcast quotidien de Jonathan Tobin où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom de Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Et j'imagine que la question est alors, quelle est la position de Trump? Vous savez quelles sont ses lignes rouges? Vous savez, ses détracteurs s'attendent toujours à ce qu'il se défile. Mais pourtant, il a persévéré. L'avons-nous sous-estimé? Oh, c'est certain. Oui, je pense qu'on l'a vraiment sous-estimé. Je veux dire, écoutez, il a dépensé beaucoup de capital politique dans cette guerre et il l'a fait parce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire. Toutes ces discussions sur, vous savez, les élections de mi-mandat et tous ces autres calculs qui sont censés peser sur lui, je ne vois pas beaucoup de preuves de cela. Il répète sans cesse que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Pourquoi ne le comprenez-vous pas? Pour lui, c'est le plus important. Je ne pense pas que nous ayons besoin de passer trop de temps à analyser cela. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans sa politique ou sur quelles sont ses lignes rouges. Il y a beaucoup d'inconnus. Je pense que lui-même n'est peut-être pas sûr de la façon exacte dont il veut jouer ses cartes à l'avenir, mais je pense qu'il est vraiment clair qu'il ne veut pas que l'Iran ait une arme nucléaire. Cela devrait être clair pour tout le monde maintenant. Oui. Nous, ainsi que d'autres, avons remarqué que Tom Friedman du New York Times a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas en déclarant qu'il soutenait clairement l'Iran parce qu'il détestait Trump et Netanyahou. Désolé de vous interrompre. Merci à Tom Friedman. Nous le savions déjà, mais merci, Tom, pour l'avoir rendu très clair. oui, j'ai ressenti la même chose. Mais pouvez-vous expliquer pourquoi Friedman et le reste des médias libéraux, ainsi que l'establishment de la politique étrangère, sont aussi attachés à ce que vous avez justement qualifié de supercherie de leur prétendu réalisme, selon l'idée que les solutions militaires ne peuvent rien résoudre, que la diplomatie est importante en soi et que la stabilité régionale demande aux États-Unis d'abandonner Israël? Vous savez, c'est leur orthodoxie. Mais il n'y a objectivement aucune raison pour que quiconque pense que ces choses soient vraies. Je pense qu'il faut leur accorder un peu de crédit. Je ne pense pas que ce soit de la pure hypocrisie, ce qu'ils disent, ou de la malhonnêteté. Ils gardent des idées contradictoires dans leur esprit en même temps. Et ils font cela parce qu'il y a une divergence théologique entre eux et Trump. Trump est à leurs yeux une offense théologique. Et de la même manière qu'il constitue pour les Européens une offense théologique, Trump comprend que le monde fonctionne selon des principes très différents de ceux auxquels il croit. Donc, quand ils disent qu'ils pensent qu'il est raciste, qu'il est fasciste, qu'il est autoritaire, ils croient vraiment tout cela. Bien sûr. Même si, dans mon esprit, les preuves objectives de cela sont nulles ou presque nulles, les preuves objectives montrent qu'ils ont manipulé.
les institutions du gouvernement pour s'en prendre à l'appareil juridique du gouvernement, pour s'en prendre à lui d'une manière qui était autoritaire. Pour moi, c'est un argument beaucoup plus fort. Je veux dire, pour moi, c'est évident et ainsi de suite. Mais ils ne le voient pas et ils se croient dans leur bon droit parce qu'ils ne veulent pas que le monde fonctionne selon les règles que Donald Trump pense qu'il suit. Oui, c'est juste que ça n'a pas de sens pour eux alors. Ou pire, quelque part, ils sentent que si ça a du sens, si lui peut fonctionner selon ses règles, alors tout ce qu'ils croyaient est faux et ils ne peuvent pas accepter ça. Alors ils se battent pour ça, ils se battent pour cette vision du monde, cette compréhension d'eux-mêmes comme les gens vertueux qui essaient de construire un monde meilleur. Tout cela, leur rêve d'un monde meilleur, leur rêve d'être des utopistes à un certain niveau, et ils croient qu'ils sont des personnes éclairées bâtissent une utopie et ils les en empêchent. Il fait obstacle à leur réussite. Cela touche un niveau philosophique plus profond. Tom Friedman, si on prenait un café avec lui, il penserait qu'il est un réaliste, mais il ne l'est pas. Oui, je pense que c'est une assez bonne façon de voir les choses. C'est presque théologique, en fait. Tu as écrit, selon moi, un article vraiment important qui a été publié dans Tablette à propos de 7 mythes sur la guerre contre l'Iran. Et le premier de ces mythes, c'est que c'était une guerre de choix, ce que les démocrates et leur soutien médiatique considèrent comme acquis. Pourquoi ont-ils tort à ce sujet? Ils ont tort à ce sujet parce que l'Iran constituait un immense arsenal, un arsenal de missiles qui lui permettrait d'empêcher de dissuader toute attaque contre son programme nucléaire. Et en même temps, il progressait vers l'obtention d'une arme nucléaire. Ainsi, le programme d'armes nucléaires était protégé par cet immense arsenal de missiles balistiques. En juin dernier, lors de l'opération Midnight Hammer, je pense que le président Trump pensait avoir démontré à la direction iranienne qu'il était prêt à agir. Il a démontré qu'il avait la capacité d'agir et il a supposé que cela les amènerait à s'adoucir et qu'ils viendraient négocier un accord avec lui sur la question nucléaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont redoublé d'efforts. Khamenei a redoublé d'efforts sur le programme et allait le placer dans cette zone d'immunité où le coût d'une attaque contre le programme serait tellement élevé. À cause des missiles et des drones, cette action devait être prise maintenant. Oui. Pourtant, les détracteurs de Trump agissent comme si rien de tout cela n'était arrivé ou vrai. Et j'imagine que cela nous amène à votre deuxième mythe dont vous parlez, à savoir la croyance que l'accord nucléaire d'Obama, le JCPOA, fonctionnait avant que Trump ne l'abandonne. Quelles auraient été les conséquences si Trump avait écouté l'establishment en 2018 et avait laissé l'accord en place? Eh bien, l'idée que le JCPOA était une solution, c'est l'une des grandes conclusions que nous devrions tous voir comme fausse à cause de cette question de la zone d'immunité qui vient des missiles et des drones. Le JCPOA a échangé des restrictions temporaires, très temporaires et facilement réversibles sur les stocks d'uranium enrichi et les niveaux d'enrichissement, en échange d'un allègement massif des sanctions. Et ce que les Iraniens ont fait avec l'allègement des sanctions, c'est qu'ils ont renforcé leur force de drones et de missiles balistiques pour leur donner cette zone d'immunité. Et ils ont renforcé leur groupe affilié pour créer cet axe de résistance tout autour de la région qui est conçu pour détruire Israël et chasser les États-Unis de la région. Ils sont très ouverts à ce sujet. Ils ne cachent rien de tout cela. Donc, nous devrions comprendre que cette idée d'obtenir des restrictions temporaires et réversibles sur l'uranium afin qu'il puisse renforcer le reste de cette machine est un marché de dupes. Oui, et je pense que l'aspect temporaire est vraiment important. Parce que les clauses d'extinction dans l'accord nucléaire l'auraient terminé d'ici la fin des années 2020 et leur donné un chemin vers une bombe nucléaire légale, ce qu'ils auraient presque certainement fait. Et pourtant, quand on écoute Ben Rhodes et le reste de l'équipe Obama, c'est comme si cela n'était jamais arrivé. Ils ont leur propre version des faits, vous savez, et ils s'y tiennent.
s'ils admettent que ce n'est pas une guerre de choix et qu'ils reconnaissent que les drones, les missiles balistiques, les missiles de croisière et les proxys sont une grande partie du problème, eh bien, ils ont dévoilé leur jeu. Donc, ils ne peuvent pas l'admettre. Oui, et c'est bien là le point. Je veux dire, Obama croyait qu'il avait offert à l'Iran une voie pour se réconcilier avec le monde. C'était son expression. Pourtant, c'est comme si personne, vous savez, que vraiment, l'Iran n'a jamais eu l'intention de se réconcilier avec le monde. Et la question est, vous savez, quel était vraiment le but de l'accord nucléaire? Et je pense que beaucoup de gens croient que c'était un rapprochement, non seulement avec l'Iran, mais aussi pour, en quelque sorte, changer l'équation stratégique de l'Amérique au Moyen-Orient, en s'éloignant d'Israël et des Saoudiens pour se rapprocher de l'Iran lui-même. Je pense que c'était objectivement cela. Je veux dire, c'était objectivement au minimum, Jonathan. Je veux dire, au minimum. Cela a éloigné les États-Unis des Saoudiens et des Israéliens et les a rapprochés de l'Iran. Ainsi, les États-Unis n'étaient plus le leader d'une coalition conçue pour contenir l'Iran et l'empêcher d'obtenir une arme nucléaire. Et à la place, ils sont devenus un médiateur entre les Israéliens et les Saoudiens d'un côté et l'Iran de l'autre. C'est à tout le moins. Mais cela a aussi mis les États-Unis dans une position où ils devaient retenir les alliés sans aucune retenue réciproque de la part de l'Iran envers ses proxys régionaux. Donc, objectivement, cela revenait à élever l'Iran au-dessus des alliés. Eh bien, je ne sais pas si nous saurons jamais exactement ce que le président Obama et ses conseillers les plus proches pensaient faire. Mais objectivement, c'est ce qu'il faisait. Je pense en fait que le président Obama est un homme très intelligent. On peut le voir très clairement. Je pense qu'il a compris, si je devais parier, qu'il passait un accord avec le CGRI. Ce n'était pas un accord. Vous savez, il y avait tout ce cirque autour de l'idée de mettre les modérés au-dessus des extrémistes et tout ça. Autour de Barack Obama, certains y croyaient. Tous les Européens y croyaient ou prétendaient y croire, ce qui revient au même. Mais je pense que Barack Obama savait qu'il passait un accord avec les gardiens de la Révolution et l'objectif était de retirer les États-Unis du Moyen-Orient. Je pense qu'il voulait vraiment se concentrer davantage sur l'Asie de l'Est. Et il était content de renforcer l'Iran au passage. Il pensait que c'était l'une des choses nécessaires. Oui, et j'imagine que cela nous amène au prochain mythe sur lequel tu as écrit, à savoir l'idée que Trump aurait annulé les progrès accomplis par Biden en retirant l'Amérique des guerres au Moyen-Orient. Quand tu penses à Biden au Moyen-Orient, tu penses au désastre en Afghanistan et à tout ce qui s'est effondré le 7 octobre. Est-ce que les gens du genre du club des anciens d'Obama et Biden croient vraiment qu'ils avaient laissé à Trump la paix et la stabilité? Je crois qu'ils le croyaient. Beaucoup d'entre eux le croyaient. Encore une fois, ça revient un peu à cette question théologique. Ils croyaient fermement qu'en plaçant les États-Unis dans cette position de médiateur entre l'Iran et Israël, ils calmaient le chaos dans la région. Donc, ils croyaient auparavant, tu te souviens qu'il y avait cet article dans Foreign Affairs écrit par Jake Sullivan qui est sorti. En gros, il est arrivé dans les boîtes aux lettres des abonnés le 7 octobre ou peut-être le 6 octobre 2023, dans lequel il disait « Nous avons connu la période la plus paisible au Moyen-Orient depuis des décennies. » Et quand il a écrit cela, il pensait à deux choses, peut-être trois, peut-être. Mais l'une d'elles était la trêve entre l'Arabie saoudite et les Houthis qui, espérait-il, allait aboutir à un accord de paix. Et maintenant, Jake Sullivan ne l'a pas dit dans l'article, mais dans leur esprit, ils pensaient qu'ils étaient en train de négocier cet accord avec l'Iran. Donc, grâce aux canaux ouverts avec l'Iran, ils ont pu calmer et contenir les ambitions des Houthis.
Les Américains ont convaincu les Saoudiens et nous avancions vers la paix. L'autre chose qu'ils avaient faite, c'est qu'ils ont négocié l'accord sur la frontière maritime entre Israël et le Hezbollah ou Israël et le Liban, ce qui, encore une fois, à leurs yeux, était un fruit de l'ouverture diplomatique envers Téhéran. Et donc, lorsque le 7 octobre a eu lieu, ils l'ont défini non sans raison. Ils l'ont défini comme une initiative du Hamas qui a entravé le rapprochement régional dans lequel ils étaient engagés avec l'Iran. Et leur réaction immédiate a été de sauver la relation avec Téhéran afin de pouvoir s'occuper ensemble avec les Iraniens de l'organisation du Moyen-Orient. Maintenant, des gens comme toi et moi regardons l'attaque du Hamas et nous voyons l'Iran derrière le Hamas. Et nous voyons le Hezbollah derrière le Hamas. Et le Hezbollah a ouvert le feu le 8. Et les Houthis sont intervenus quelques semaines plus tard. Et puis les Iraniens ont commencé à menacer les États-Unis en disant qu'ils seraient brûlés par le feu s'ils ne contenaient pas les Israéliens. Et puis les milices irakiennes supplétives sont intervenues et ont commencé à attaquer les Américains. Les Houthis ont attaqué les Américains. Il y a eu des centaines d'attaques contre les Américains. Mais ils continuent à parler de cette période comme de ce qu'ils pensaient construire, à savoir la stabilité régionale. Et toutes les preuves, à savoir les tirs visant des Américains, ils ne les voient tout simplement pas. Oui, c'était clairement une façon de prendre ses désirs pour des réalités. Mais comme vous l'avez dit sur Obama, Sullivan est aussi un gars intelligent. Mais j'imagine que quand tout ce que vous voulez, c'est un rapprochement avec l'Iran, tout ce qui se met en travers de cela n'est qu'un inconvénient à balayer d'un revers de main. Et donc, s'attaquer à l'Iran, éliminer la menace, s'opposer à ce qui a causé le 7 octobre et à ce que les Houthis faisaient au transport maritime international, ça ne leur convient tout simplement pas. Ils préfèrent l'ignorer. Ils le définissent. Ils l'ont ignoré, mais ils le présentent aussi comme un conflit israélo-palestinien auquel les Houthis se sont en quelque sorte rattachés. Et donc, tout l'objectif de leur politique pendant cette période était d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza parce qu'ils pensaient que cela permettrait ensuite de contenir tout le reste dans la région. Je pars d'une hypothèse différente. Le problème commence à Téhéran et nous devons contenir Téhéran. Et en réfléchissant à chacune de ces arènes secondaires, y compris l'arène israélo-palestinienne, comme si c'était considérer qu'elle est autonome et qu'elle fonctionne selon ses propres règles est, encore une fois, un jeu de dupes. Ouais. Maintenant, un autre mythe que tu abordes est l'idée que Téhéran était prêt à faire des compromis, mais que Trump a choisi la guerre cette année. Pourquoi quelqu'un croirait-il que les Iraniens étaient prêts à faire tout ce que l'Amérique voulait, à abandonner leurs armes nucléaires ou quoi que ce soit d'autre, s'ils n'y étaient pas contraints par la force, puisque vraiment, Trump leur avait donné, de nombreuses occasions de le faire. Eh bien, ils ont apparemment mis sur la table, si l'on en croit les médiateurs omanais, et je ne vois aucune raison de ne pas les croire, ils ont mis sur la table un accord de type JCPOA, un certain abaissement du niveau d'enrichissement de l'uranium, le passage sous forme gazeuse et l'acceptation de restrictions temporaires sur l'enrichissement. Et Trump l'a ignoré. Ouais. Eh bien, ce n'était pas, simplement faire la même chose qu'Obama, évidemment, ça n'allait pas résoudre le problème. Et dans ces nouvelles circonstances, quand ils ont tous ces missiles, ces drones et tout le reste, ça n'allait pas résoudre le problème. Ça allait juste leur donner le temps de renforcer leur arsenal considérable. C'est ça. Maintenant, je pense que le mythe le plus toxique concernant la guerre est celui qui semble être un article de foi aussi bien à gauche qu'à la droite antisémite, je pourrais ajouter. L'idée qu'Israël a entraîné l'Amérique dans la guerre. Pourquoi est-ce si important pour les critiques de Trump, qui, vous savez, dans tous les autres contextes, le considèrent comme un empereur en devenir,
un homme incontrôlable, mais ils doivent quand même en rejeter la faute sur les Juifs en disant qu'ils ne l'auraient pas fait sans Netanyahou. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'il poursuit l'intérêt national américain. S'ils admettent cela, s'ils admettent que tous les précédents présidents démocrates américains, remontant jusqu'à Bill Clinton, ont dit qu'il est totalement inacceptable que l'Iran possède une arme nucléaire, s'ils admettent cela, s'ils admettent que leur politique n'a pas arrêté cela, et ensuite ils admettent que Donald Trump l'arrête, ils doivent dire, écoutez, toute notre conception était fausse dès le départ. Donc, ils doivent transformer Donald Trump en une sorte de dupe, de bouffon, un type motivé uniquement par la vanité. Et ensuite, il nous faut l'éminence grise de Bibi Netanyahou intervienne pour que nous puissions aussi dire cela au passage. Nous pouvons alors aussi dire que la grande méfiance que les progressistes ont envers Israël, que toi et moi connaissons, est fondée sur l'antisémitisme. Mais ils peuvent le présenter comme une gestion prudente des intérêts américains. Oui, je veux dire, il semble très important pour eux clairement qu'Israël soit diabolisé, qu'Israël doive être en faute. Et évidemment, cela dépasse en quelque sorte les clivages idéologiques. Parce que c'est la même chose que Tucker Carlson et sa chambre d'écho. Que ce soit Megyn Kelly ou Candace Owens ou des personnes encore plus extrêmes, ils doivent forcément en rejeter la faute sur les Juifs. Ils doivent en rejeter la faute sur Israël parce que, d'une manière ou d'une autre, si Israël est un allié fiable des États-Unis qui combat côte à côte avec les Américains, pour défendre leurs intérêts et ceux des Américains, alors le monde n'a plus de sens pour eux non plus. Non, leur paradigme s'effondre aussi. Leurs recommandations politiques sont identiques à celles des progressistes, mais le paradigme théologique plus large dans lequel ils opèrent est différent. Ils pensent qu'Israël et le soutien à Israël sont le résultat d'une élite transnationale et de la corruption de l'élite américaine qui ne défend pas les intérêts de l'Amérique. Donc, ils aboutissent aux mêmes politiques d'une manière différente, mais les arguments, au final, sont identiques. Oui. Vous savez, je pense qu'en regardant les partisans de Trump, ils n'adhèrent pas vraiment. Vous voyez, les sondages montrent clairement une opinion divisée. C'est divisé, comme la plupart des choses. Évidemment, les démocrates pensent que, vous savez, et la plupart des républicains ne sont pas d'accord avec Tucker Carlson. Mais où situez-vous cela dans l'évolution générale de la politique étrangère américaine? Est-ce que c'est une sorte d'isolationnisme gauche-droite, vous savez, avec les mondialistes et les isolationnistes, vous savez, qui s'unissent pour diaboliser Israël? Vous savez, selon les sondeurs, c'est la tendance de demain. Êtes-vous d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un avenir possible, mais nous avons un combat à mener et nous devons le mener. Je pense qu'une grande partie des gens qui reprennent les arguments de Tucker Carlson ne sont pas des antisémites convaincus. Je pense ils critiquent effectivement l'élite américaine, ils critiquent le progressisme et la façon abrégée de l'exprimer en ce moment, c'est que nous ne devrions pas laisser les Israéliens diriger notre politique étrangère. Mais je pense que si nous exposons clairement nos arguments concernant l'intérêt national des États-Unis, si nous expliquons pourquoi Donald Trump pense qu'Israël est un allié exemplaire comparé à tout autre allié, je pense que nous pouvons faire abandonner ces arguments à ces gens. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que l'antisémitisme soit ancré dans leur ADN comme je crois qu'il l'est dans l'ADN de Tucker Carlson. Je pense que lui, pour une raison ou une autre, voit le monde à travers un prisme antisémite.
Je ne pense pas qu'il serve à rien de discuter avec lui, mais je pense que beaucoup de gens qui le suivent, surtout les plus jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vie, je pense qu'on peut les changer, mais il faut s'y prendre. Ils ne changeront pas d'eux-mêmes. Il faut discuter avec eux. Est-ce que le succès de cette guerre, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la façon dont on le définit, jouera un rôle déterminant dans la résolution de cette question? Eh bien, cela rendra certainement certains arguments un peu ridicules. Je crois que Tucker Carlson a dit ça, et n'a-t-il pas dit que des dizaines de milliers d'Américains allaient mourir? Et nous n'en sommes même pas à des dizaines. Je crois que la dernière fois que j'ai vérifié, nous avions perdu 13 ou 14 soldats. Évidemment, pour les familles de ces hommes et femmes, c'est une tragédie horrible. Mais comparé à d'autres conflits de cette ampleur, ce n'est pas un grand nombre de morts. Et cela n'a rien à voir avec ce que Tucker Carlson et d'autres avaient prédit. Oui, j'ai lu ce matin un article avec Roger Stone et Le Spectateur disant qu'il y aurait des dizaines de milliers de victimes américaines si les pro-Israël ne sont pas arrêtés. J'ignorais que Roger Stone était impliqué, merci de me l'apprendre. Attends, je suis désolé. C'est Roger Stone, le réalisateur, ou Roger Stone le nom? L'homme politique. Oh oui, Trump, je ne savais pas. je ne savais pas qu'il était contre ça. Eh bien, c'était dans le contexte où il avait une dispute avec Laura Loomer. Ah, d'accord. Et il la blâme, tu sais. Il la rend responsable, comme si Trump s'était laissé berner. Donc, C'est ridicule. oui, je suis d'accord, mais c'est quand même un peu toxique. Oh non, totalement toxique. Oui. Oui, donc je pense, tu sais, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup qui dépend du résultat de ce qui va se passer dans les prochaines semaines quant à la façon dont ce problème sera perçu. Et comment l'imagines-tu? Tu sais, je ne veux pas dramatiser et je ne veux pas être trop optimiste, mais c'est sûr que si il n'y a pas de bonne issue à cela, si ça s'éternise, ce que je n'imagine pas que Trump ferait, ou si d'une manière ou d'une autre Trump devait conclure un accord en se rendant essentiellement aux Iraniens, évidemment, cela donnerait beaucoup d'élan aux méchants. Mais ce sont des scénarios. Nous verrons ce qui se passe. Le prochain mythe sur votre liste était l'idée que confronter l'Iran empêche les États-Unis de faire face à la menace chinoise. Maintenant, cela plane sur chaque question de politique étrangère, que ce soit l'Ukraine ou autre chose. La question est toujours, est-ce que cela aide ou nuit par rapport à la Chine? Mais j'imagine que dans ce cas, permettre à un allié chinois comme l'Iran de dominer le Moyen-Orient serait une victoire pour Pékin et ne serait pas dans l'intérêt des États-Unis. Ce serait une victoire totale pour Pékin. La structure de la politique du Moyen-Orient mise en place par le JCPOA a énormément profité à la Chine. Parce que tout d'abord, la Chine achetait du pétrole à un prix incroyablement bas à l'Iran, pratiquement à 50 centimes pour $1. Ça dépend de la façon dont vous voulez le calculer, 60 centimes par dollar, quelque chose comme ça. En même temps, à travers ce réseau bancaire parallèle que l'Iran avait mis en place pour gérer ses paiements, la Chine créait un système pour effectuer parfois des transactions en dollars. Ils payaient en yuan, mais ensuite c'était converti en dollars. Ils mettaient en place un système alternatif qui résistait aux sanctions américaines. Cela leur donnerait la capacité de commercer avec le Golfe d'une manière préjudiciable aux États-Unis. Et c'est en renforçant la menace des missiles et des drones iraniens qu'ils exerçaient une pression sur les alliés des États-Unis dans le Golfe pour qu'ils se rapprochent de la Chine. Il y a eu un important mouvement de rééquilibrage au cours de la dernière décennie depuis le JCPOA. Et vous l'avez vu, par exemple, aux Émirats arabes unis qui ont mis en place un système bancaire parallèle. Tous les paiements de la Chine à l'Iran passent par Dubaï. Et je crois que cela est en train de changer maintenant. Et c'est un bon résultat de la guerre. Mais la chose la plus importante, ce sont les drones et surtout les missiles balistiques. La Chine fournissait à l'Iran des technologies clés et des produits chimiques essentiels pour fabriquer ces missiles balistiques.
Les Israéliens ont détruit les mélangeurs planétaires utilisés pour la construction des missiles balistiques à propergol solide de moyenne portée qui représentent une telle menace pour Israël. Israël les a détruits en octobre 2024. Ils ont estimé à l'époque qu'ils avaient mis hors service la capacité de production des Iraniens pour une durée allant jusqu'à 1 an. Les Chinois sont intervenus immédiatement et leur ont fourni les mélangeurs dont ils avaient besoin, ainsi que les précurseurs chimiques pour fabriquer le propergol solide. Et pourquoi? Eh bien, ils en tirent plusieurs avantages, Jonathan. Premièrement, ils donnent à l'Iran la capacité de fermer le détroit d'Ormuz et aux Houthis de fermer le Bab el-Mandeb. Et cela serait très utile à la Chine s'il y avait une guerre autour de Taïwan, parce que 20% de tout des ventes mondiales d'énergie passent par le détroit d'Ormuz. Tous les alliés est-asiatiques de la Chine, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, l'Australie, l'Inde, ils dépendent tous du pétrole du Moyen-Orient. Et en cas de guerre, la Chine pourrait couper l'approvisionnement énergétique à ses ennemis. Ils n'ont pas seulement donné aux Iraniens les missiles ou les composants clés des missiles, ils leur ont aussi fourni les données de ciblage. Et ils ont donné aux Houthis des données de ciblage pour que les Houthis puissent attaquer les navires américains après le 7 octobre. L'embargo ou le blocus du Bab el-Mandeb. Jonathan, il y a 3 entités dans le monde qui possèdent des missiles balistiques anti-navires. Et ce sont la Chine, l'Iran et les Houthis. Et il y a une raison à cela. Le missile balistique anti-navire est un missile conçu pour un seul but, et un seul, c'est d'attaquer les porte-avions américains lorsqu'ils manœuvrent dans des espaces très restreints. Donc, la Chine utilisait l'attaque des Houthis contre la marine marchande américaine, contre la marine américaine, comme un laboratoire pour étudier comment les États-Unis allaient se comporter lors d'une guerre au sujet de Taïwan. Donc, du point de vue chinois, vous regardez cela et vous vous dites que c'est une excellente façon de forcer les États-Unis à déplacer des ressources de l'Asie de l'Est vers le Moyen-Orient. C'est une excellente façon pour moi de vous observer. C'est un terrain d'expérimentation grâce auquel je peux étudier comment les Américains vont se comporter. Et s'il y a une telle guerre, je peux aussi couper le pétrole à mes ennemis. Et au fait, pendant que tout cela se passe, j'obtiens du pétrole vraiment bon marché d'Iran. Et donc, Trump change complètement la donne contre eux de manière très nette. Je pense que c'est un coup de maître et cela ne reçoit pas l'attention que ça mérite. Je pense que les avantages que les États-Unis tirent de cette opération vis-à-vis de la Chine ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. C'est un point important. Maintenant, le dernier point sur votre liste de mythes est la croyance presque universelle à gauche que Trump et Netanyahou sont des mythomanes bellicistes. N'est-ce pas juste une diabolisation automatique d'adversaires politiques qui ont en fait été prudents? Je sais que Netanyahou a toujours été mesuré dans l'usage de la force. Comme vous l'avez mentionné ailleurs, c'est en quelque sorte une croyance religieuse. Eh bien, vous savez, j'ai remarqué que la politique joue aujourd'hui le rôle que la religion jouait autrefois dans la vie de la plupart des gens. Donc, ça doit être ça. Vos principaux adversaires doivent être le diable. Oui, c'est ce qui vous fait vous sentir bien et vertueux. Et comme nous l'avons déjà dit dans un autre contexte, s'ils agissent de manière prudente, d'une façon qui sert l'intérêt national américain, alors toute la vision du monde progressiste s'effondre. Mais aussi, je veux dire, si l'alliance États-Unis-Israël, telle qu'elle a été renforcée par Trump et Netanyahou, fonctionne, alors cela change complètement tout le concept d'ordre au Moyen-Orient que les progressistes ont essayé de construire sans succès jusqu'à présent. Ils se sont opposés à cela. Vous vous souvenez des 5 noms ou des 3 noms de John Kerry à propos d'essayer de négocier la paix entre les États arabes, les États du Golfe et Israël sans obtenir d'abord la solution à 2 États?
Et pour eux, c'est comme une religion. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Donc c'est similaire. Une relation militaire entre les États-Unis et Israël devenant le pilier d'un ordre américain dans la région. Ils se sont opposés à cela bec et ongle, et donc ils ne peuvent pas céder maintenant. Et la seule façon de faire cela, c'est de dire que ces hommes sont des va-t-en-guerre fous. Oui. Non, l'un des exercices favoris des analystes, des chroniqueurs, des historiens, c'est de jouer au jeu des analogies historiques. La guerre en Iran a inspiré beaucoup d'analogies trompeuses, je pense. J'aimerais avoir votre réaction sur deux des plus populaires. Premièrement, si les États-Unis finissaient par débarquer des troupes pour ouvrir le détroit d'Ormuz, serait-ce, comme certains le disent, voué à être une répétition de ce que la Grande-Bretagne et Winston Churchill ont fait lors de leur première expédition à Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale? Non, écoutez, je pense que Donald Trump est très conscient des dangers d'envoyer des troupes au sol. Il ne veut pas le faire. Et je pense que le blocus a été un coup de maître. Les Iraniens ont cette carte. En réalité, tout se résume aux missiles et aux drones, mais avec eux, ils sont capables de fermer le détroit. Et Trump a renversé la vapeur et a dit « D'accord, vous allez fermer le détroit pour tout le monde. Nous allons le fermer pour vous. » Et maintenant que nous avons des ressources supplémentaires là-bas, il pourrait en fait ouvrir le détroit pour tout le monde et le fermer pour l'Iran. Nous verrons. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances sur l'équilibre militaire sur le terrain pour savoir quel est le rapport entre les risques et les gains dans ce cas-là. Mais il est clair pour moi que nous avons beaucoup plus d'options pour rendre la vie du régime iranien misérable qu'il n'en a pour nous rendre la vie misérable. Il a déjà joué ses cartes. Cela a déjà atteint le niveau d'escalade maximal possible. Je pense que nous avons vu le pire. Ou du moins, nous savons ce qu'ils peuvent faire de pire. Nous avons toujours de nombreuses options, et chaque jour, elles augmentent pour nous, tandis qu'elles diminuent pour eux. Ouais, je ne vois pas ça comme Gallipoli non plus. Mais si tu veux que Trump perde... Non, mais ça peut aussi se faire depuis les airs. Je veux dire, tu peux éliminer l'île de Karg et Jasque depuis les airs. Et tu n'as même pas besoin de tout détruire, je suppose? Je ne suis pas ingénieur pétrolier, mais je suppose qu'il y a probablement quelques points clés, des nœuds que tu peux neutraliser, et ça désactivera tout le système. Mais je ne sais pas. Ouais. Maintenant, une autre analogie populaire a récemment été avancée par l'historien Neil Ferguson, comparant la guerre avec l'Iran à la crise de Suez de 1956. Ferguson est, comme beaucoup d'autres auteurs sur l'Iran, quelqu'un dont j'apprécie grandement l'analyse. Donc, quand il suggère cela, ça me fait réfléchir. Maintenant, tu es aussi quelqu'un qui connaît bien la crise de Suez grâce à tes propres écrits, ton livre, Ike's Gamble. Que penses-tu de la possibilité que nous nous dirigions vers un fiasco similaire à celui de 1956? Je ne le pense pas. Je ne le vois pas. Nous avons tous les atouts pour les raisons que j'ai citées. Il y a certaines similitudes dans la dimension économique du conflit, le fait que nous ne parlons pas ici d'un canal, mais il y avait le canal de Suez en 1956 qui était l'artère clé qui a été bloquée, mais maintenant nous avons le détroit d'Ormuz. Il y a, vous savez, une certaine résonance avec 1956, mais je ne pense pas que nous jouions ici le rôle de la Grande-Bretagne et que notre puissance diminue. Je pense que notre puissance est en train d'augmenter. Oui, je veux dire, la Grande-Bretagne était une puissance en déclin, tout comme la France. Vous savez, les Israéliens avaient leur propre motivation pour leur rôle dans cette affaire. Cela semble vraiment tiré par les cheveux, mais j'imagine que si vous y croyez, beaucoup de gens à droite aiment aussi faire ça. Ils considèrent souvent la Rome de la fin de la République ou la Grande-Bretagne de la fin de l'Empire comme analogie pour les États-Unis, ce qui les rend très pessimistes. Oui, non, je suis à droite. Je suis à droite. Je suis un fervent partisan de Trump. Mais l'une de mes critiques envers mes camarades de droite, c'est qu'on est toujours à 5 minutes de minuit, ou, vous savez, dans certains cas, il y a un Spengler en chaque conservateur. Oui, le déclin de l'Occident.
Oui, le déclin de l'Occident. Et vraiment, vous savez, c'est le combat décisif. Et si on ne réussit pas ça à 100%, alors tout est perdu. Et vous savez, je ne prends même pas la peine d'argumenter avec les gens à ce sujet parce que c'est une question de tempérament émotionnel. Mais je ne partage pas ça. Je ne partage pas ça. Je pense que nous allons, même si on se plante complètement, et je ne pense pas du tout que ce sera le cas, pas du tout, bien au contraire. Mais même si c'est le cas, je pense qu'on sera toujours là. La roue tourne toujours. Elle tourne toujours. On a beaucoup plus d'occasions. Oui, je crois qu'il reste de bonnes raisons d'être optimiste sur l'Amérique et sa politique étrangère. Un bon résultat en Iran y contribuera certainement beaucoup. Mais je pense que le catastrophisme, c'est quelque chose qui satisfait émotionnellement beaucoup de gens, mais ce n'est pas forcément ce qui a le plus de sens dans ce contexte. Écoutez, j'ai commencé à prendre conscience de la politique dans les années 1970 et tout le monde disait que les années 1960 étaient la fin de la civilisation à l'époque. Et ça continue. La civilisation est constamment détruite, pourtant nous sommes toujours là. Oui, il parle des Juifs comme d'un peuple éternellement mourant, mais c'est aussi vrai. Eh bien Mike, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Pouvez-vous dire à nos auditeurs et téléspectateurs comment ils peuvent suivre votre travail? Eh bien, je travaille à l'Institut Hudson et je tweete sous le nom de Duranimated. Je fais un podcast avec Gotti Taub qui s'appelle Israel Update. C'est Israel Update du magazine Tablette. Eh bien, nous voulons aussi remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Écrivez-nous à thinktwicegns.org pour nous dire où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Merci. Merci à notre public. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. Et nous nous reverrons la semaine prochaine.